Bernard Cazeneuve, bonjour. Bonjour. Merci d'accorder cet entretien au French Débat. Aujourd'hui, vous avez accepté pour nous de revenir sur votre expérience du pouvoir pendant le quinquennat de François Hollande, sur la gestion des attentats pendant cette période, ainsi que sur votre vision du temps long en politique. Mais pour démarrer, Monsieur le Premier ministre, retour sur votre arrivée au gouvernement en 2012. Après la victoire de François Hollande, vous êtes en effet nommé ministre délégué aux affaires européennes. Vous attendiez-vous à être appelé au gouvernement et comment l'avez-vous appris ? Je l'ai appris par le Premier ministre de l'époque, Jean-Marc Ayrault, qui m'a appelé quelques heures avant l'annonce du gouvernement pour me demander si j'accepterais d'entrer au gouvernement sur le poste de ministre des Affaires européennes. J'ai répondu que, bien entendu, j'étais d'accord. Non pas que j'attendais particulièrement cette nomination, mais les questions européennes m'intéressaient même beaucoup et depuis longtemps. Est-ce que je m'attendais à être nommé ministre au sein du gouvernement de François Hollande ? Très sincèrement, je ne savais pas ce que seraient les décisions du président de la République concernant la composition de son gouvernement. J'avais été son porte-parole de campagne. Nous avions eu pendant la campagne électorale ensemble une relation très étroite et très confiante. Nous avions gagné cette élection dans le cadre d'une action qui nous avait rapprochés les uns des autres, comme souvent lorsqu'une action collective conduit des individus à travailler ensemble pour atteindre des objectifs ambitieux. Mais au lendemain de sa victoire, je suis rentré immédiatement à Cherbourg, le soir même de sa victoire. Je ne suis pas allé à la Bastille où une fête avait été organisée, je suis rentré dans ma ville, celle dont j'étais maire et député, et je n'ai pas eu François Hollande, ne l'ai vu d'ailleurs jusqu'au premier Conseil des ministres. Donc je n'ai pas fait grand-chose pour être nommé au gouvernement. Justement, avant d'être ministre, vous l'avez dit, votre expérience d'élu a été très riche. Vous avez été conseiller municipal, maire, conseiller départemental, vice-président du conseil régional de Basse-Normandie et député. Concrètement, quelle différence majeure avez-vous pu noter entre vos responsabilités nationales et vos mandats locaux ? Je crois que la différence entre le mandat national et le mandat local, c'est bien entendu, ça n'étonnera personne, la proximité. Quand vous êtes maire d'une ville comme Cherbourg et que vous l'êtes de surcroît pendant près de 20 ans, vous connaissez les citoyens presque individuellement. Vous avez eu des occasions d'entrer en contact avec eux, vous connaissez beaucoup des épreuves auxquelles ils ont été confrontés, des histoires concernant leur famille dont ils vous ont fait part et qu'ils ont voulu partager avec vous. C'est donc un mandat dans lequel il faut bien entendu définir des orientations, atteindre des buts, transformer une ville, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de stratégie, mais c'est un mandat très humain. Le mandat national est très différent. Vous êtes en contact avec un pays, avec une nation. Bien entendu, si vous aimez les Français, vous ressentez la part d'humanité, les vibrations qui traversent cette nation, mais vous ne connaissez pas les 65 millions de Français par la force des choses, comme vous connaissez les 45 000 habitants de votre ville. Et la dimension est moins incarnée qu'elle ne l'est lorsque vous êtes dans un mandat local. Le 19 mars 2013, Jérôme Cahuzac, soupçonné de fraude fiscale suite aux révélations de Mediapart, démissionne du gouvernement. Vous êtes alors appelé à le remplacer comme ministre du Budget. Avez-vous fait face à des difficultés en reprenant le ministère qui lutte contre la fraude fiscale, affaibli par un ministre qui fraudait lui-même le fisc ? Ce qui m'a surtout été difficile, c'est le climat qui régnait à ce moment-là. Il fallait faire en sorte que l'État, qui avait été profondément atteint par les manquements graves d'un ministre, puisse retrouver sa crédibilité, son autorité. Et pour cela, il fallait que le ministre du Budget, car Jérôme Cahuzac était un homme intelligent, puisse immédiatement reprendre la main sur ce ministère et puisse assurer la gestion des affaires du ministère du Budget avec technicité et compétence. J'ai donc dû, dans les premières heures, non seulement affronter le climat, mais me plonger dans des questions que je ne connaissais pas, où il a fallu que je fasse mon apprentissage très vite. J'avais fort heureusement un excellent cabinet composé de fonctionnaires dévoués qui m'ont, pendant une période qui a duré quelques jours, donné l'ensemble des notes dont j'avais besoin pour être en situation de comprendre les enjeux auxquels j'ai été confronté. Il y eut aussi à mettre en place des mesures pour lutter contre la fraude fiscale. J'ai été amené à porter des lois à l'Assemblée nationale, la loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance financière, dans la foulée de ma nomination à Bercy, la lutte pour la transparence de la vie publique.
des lois très importantes qui ont permis l'instauration du parquet national financier, de la haute autorité pour la transparence de la vie publique, qui ont officialisé le rôle que nous souhaitions donner aux lanceurs d'alerte et qui ont été des lois de préfiguration de la loi Sapin, adoptée quelques années plus tard, et qui a vu, à travers la création de l'Agence française anticorruption, la lutte contre la corruption progresser grandement. Donc ce ministère est un ministère, je parle du ministère du budget, d'une grande technicité, qui m'a obligé à travailler énormément, à traverser de longs tunnels parlementaires, parce que le ministère du budget est un ministère dans lequel, entre le mois de juillet et le mois de décembre, on est au Parlement quasiment en permanence pour l'adoption de la loi de finances. Et donc c'est un ministère qui m'a permis aussi de radiographier, de scanneriser l'appareil d'État. Un an après, vous quittez Bercy pour Beauvau. Vous êtes en effet nommé ministre de l'Intérieur, un ministère du quotidien extrêmement vaste, où s'entremêlent à la fois lutte contre le terrorisme et gestion des routes départementales. Comment vous êtes-vous préparé à gérer ce ministère régalien si particulier ? J'étais moins dépaysé par le ministère de l'Intérieur, aussi étrange que ça puisse paraître, que je n'avais été par le ministère du Budget, ou peut-être même par le ministère des Affaires européennes, pour des raisons qui tenaient au fait que j'avais été pendant près de 20 ans élu d'un territoire où j'avais exercé des responsabilités très diverses qui m'avaient conduit à être en relation avec les autorités de l'État, et notamment les autorités déconcentrées de l'État, parmi lesquelles figure le préfet, qui est le représentant du ministère de l'Intérieur dans le département. Donc, lorsque j'arrive place Beauvau, j'ai été pendant 20 ans l'élu d'un territoire. Être pendant 20 ans l'élu d'un territoire, c'est sentir la respiration profonde d'un pays, c'est être en communion avec lui, c'est finalement le connaître un peu, parfois même, quand on a exercé pleinement cette activité, bien le connaître. Et donc, lorsque j'arrive au ministère de l'Intérieur, au ministère de l'État, car le ministère de l'Intérieur est le ministère de l'État, ce n'est pas le ministère simplement de la sécurité, c'est aussi le ministère des territoires, c'est le ministère des libertés publiques. Quand j'arrive dans ce ministère, qui est le ministère de l'État, un grand ministère régalien, en venant des territoires, j'ai l'impression déjà d'être imprégné de la culture et des sujets de cette grande maison que j'aurai à diriger pendant près de 3 ans. Plus globalement, nous venons de le voir, vous avez géré plusieurs ministères sur des thématiques extrêmement diverses. Bernard Cazeneuve, comment une personnalité politique se révèle-t-elle compétente du jour au lendemain sur des sujets diamétralement opposés ? D'abord, on ne se révèle pas compétent du jour au lendemain. Il faut quand même quelques jours. Et quelques jours, c'est plus que du jour au lendemain. C'est des heures de travail, c'est une abnégation, c'est un investissement considérable. Et tous ceux qui s'imaginent qu'entre gouvernements, c'est goûter au charme du pouvoir, n'ont rien compris à ce qu'est l'exercice de l'État. L'exercice de l'État, c'est un effacement. C'est une abnégation, c'est une ascèse. Et si vous ne le vivez pas comme ça, vous passez à côté du sujet et vous entretenez d'ailleurs la crise de confiance qui existe et qui est très profonde entre les citoyens et ceux qui exercent la responsabilité publique. Donc moi, lorsque j'ai été nommé par le président de la République à différents ministères, je ne me suis pas posé la question de savoir si cela était narcissisant ou pas. Je me suis posé la question de savoir comment je pouvais bien faire ce qui m'avait été confié, par passion du pays, par respect pour les Français, sans être d'ailleurs toujours certain que j'y parviendrais. Et le fait de ne pas être certain qu'on parviendrait à accomplir bien sa mission est une excellente manière de tout faire pour l'accomplir correctement, parce qu'on est concentré, on est attentif, on est engagé, on est investi. Donc, pour répondre à votre question, comment on fait pour devenir compétent ? On travaille. Et comment est-ce qu'on fait pour bien travailler ? On ne fait que ça. Et quand on ne fait que ça, est-ce qu'on est sûr de bien faire ? Jamais. C'est la raison pour laquelle il ne faut jamais s'arrêter de ne faire que ça. Vous étiez premier flic de France lorsqu'une vague d'attentats sans précédent frappe la France, donc Charlie Hebdo, l'Hypercacher, le 13 novembre, l'attentat de Nice. Lors de ces tragiques événements, vous étiez en première ligne dans la cellule de crise du ministère de l'Intérieur place Beauvau. Comment s'organisaient ces réunions ? Quelle était l'atmosphère et quelles ont été les décisions prises à ces moments-là ? L'atmosphère, c'était une atmosphère très lourde, vous l'imaginez bien, lorsque vous avez des morts dans la rédaction d'un grand journal, lorsque vous avez des policiers, des compatriotes qui, en raison de leur confession religieuse, sont attaqués par des barbares, lorsque vous avez dans les terrasses de café, les salles de concert, des Français qui tombent sous le feu des terroristes, ou lorsque
à Nice, sur la promenade des Anglais, se produit la tragédie dont vous vous souvenez, qu'un prêtre est égorgé dans son église, c'est à notre pays, à ses valeurs, à ce qu'il représente de tolérance, d'altérité, de fraternité, d'universalité qu'on s'en prend, avec la volonté de voir toutes les libertés auxquelles nous tenons remises en cause sous la pression de la terreur et de l'effroi. Donc vous éprouvez dans ces moments-là un mélange de chagrin, parce que les Français étaient dans le chagrin et que lorsque vous êtes dans une responsabilité au sein de l'État, vous ne pouvez pas éprouver, sauf si vous n'êtes pas fait pour la fonction, d'autres sentiments que ceux que les Français éprouvent au plus profond d'eux-mêmes. Un sentiment de colère aussi. Et puis, comme toujours, le poids de la responsabilité et du devoir. Et vous êtes concentré dans la volonté de mettre les terroristes hors d'état de nuire, d'assurer toujours et le plus longtemps possible, le mieux possible, la protection des Français. Vous êtes confronté à la nécessité de faire en sorte, lorsqu'on veut mettre votre pays à genoux, qu'il demeure debout et fier de ce qu'il est. Et c'est une tâche qui vous absorbe totalement et qui vous dépasse. Et c'est d'ailleurs parce qu'elle vous dépasse que vous êtes contraint d'être dans cette abnégation dont je parlais tout à l'heure et dans un exercice total de l'État. Est-ce que malgré cet exercice total, il y a un moment où vous avez eu peur? Je n'ai pas ressenti très honnêtement le sentiment de la peur. Non pas pour des raisons qui tiennent à une complexion personnelle qui me protégerait d'éprouver jamais ce sentiment, mais tout simplement parce que la pression et le rythme de l'action m'empêchaient de rencontrer l'effroi, le sentiment de la peur de l'événement ou de ceux qui se trouvaient à l'origine de cet événement. Il m'est arrivé d'éprouver de l'émotion. Il faut dire que la dimension tragique des événements auxquels nous étions confrontés est si profondément humaine des circonstances ne pouvait pas à un moment ou à un autre mettre notre sensibilité à l'épreuve sans que cela ne se voit trop. Et j'ai éprouvé aussi, je le redis, un sens très profond de la responsabilité qui m'incombait dans les circonstances. En tant que ministre de l'Intérieur, vous aviez accès à des informations très sensibles, notamment par le biais de nos services de renseignement. Estimez-vous qu'il y avait des signaux faibles qui annonçaient la vague d'attentats terroristes qui a frappé la France entre 2015 et 2016? Mais nous savions qu'il y avait un niveau de menace, parce que nous voyons des jeunes partir sur le théâtre des opérations, des jeunes et pas seulement des jeunes, même s'il y avait beaucoup de jeunes, en Irak et en Syrie, aux côtés de groupes terroristes, et nous étions conscients que leur retour sur le territoire national, lorsqu'ils auraient été endoctrinés par des groupes enivrés par la haine, que leur retour représenterait un danger. Nous en étions conscients. Et nous avions des informations aussi sur la stratégie des groupes terroristes, notamment en Syrie. Et nous avons vu émerger l'État islamique avec ses objectifs et sa stratégie très différente de celle d'Al-Qaïda. La volonté d'établir un califat, de se doter d'institutions susceptibles de projeter des terroristes sur le territoire de notre pays et du continent européen. Tout cela faisait partie des sujets qui étaient connus de nous. Bien entendu, nous ne savions pas à quel moment il frapperait, et nous n'avions pas d'éléments sur la manière dont il frapperait. Mais nous savions qu'un jour viendrait où possiblement nous serions confrontés à l'horreur de leur violence. Et nous nous y préparions psychologiquement, et je me souviens très bien de ces mois qui ont séparé mon arrivée place Beauvau au mois d'avril 2014 jusqu'en janvier, quelques 8-9 mois, où chaque jour qui passait sans attentat était un jour que nous avions le sentiment d'avoir gagné face aux terroristes. Et puis un jour, la tragédie survient, et à ce moment-là, il faut faire face. Il faut faire face en prenant des décisions, il faut faire face en rehaussant les moyens de nos services. Et nous avions commencé d'ailleurs à faire face avant que les attentats ne surviennent, puisque la première loi est adoptée en novembre 2014, c'est-à-dire 2 mois
avant que les attentats ne surviennent. C'est-à-dire, dès le premier jour de mon arrivée à Beauvau, je prépare des textes de loi sur le renseignement, sur la prévention du terrorisme, des décisions budgétaires pour rehausser les moyens de la police et de la gendarmerie, parce que mon sentiment est que nous sommes confrontés à un niveau de menace élevé et que nous sommes par conséquent dans une course contre la montre. Et concrètement, malgré nos services de renseignement, qu'est-ce qui a fait que ces attaques terroristes sont passées sous les radars? Ce qui a fait que ces attaques terroristes sont passées sous les radars, c'est que d'abord nous avions jusqu'en juillet 2015 un pays qui vivait avec une loi de renseignement qui datait d'une époque où il n'y avait ni téléphone portable ni Internet. Et qu'il fallait, au moment où les terroristes utilisaient des moyens cryptés pour échapper à la vigilance des services de renseignement, que nous soyons capables d'engager un travail de rehaussement des moyens de ces services et de modernisation des services de renseignement. Sous le quinquennat précédent le nôtre, la police et la gendarmerie avaient perdu près de 13 000 emplois. Leur budget de fonctionnement hors personnel avait été diminué de 20%. Il fallait donc rehausser très sensiblement les moyens des services de renseignement, ce que nous avons fait. Et nous l'avons fait aussi pour la police et la gendarmerie. Mais toutes ces raisons-là, qui résultaient d'un retard pris qu'il fallait combler, ne facilitaient pas la tâche de ceux qui devaient prévenir le terrorisme. Et la réforme des services de renseignement, à travers la fusion des renseignements généraux et de la DST pour créer la DCRI, Direction centrale du renseignement intérieur, a privé le territoire de l'outil de détection des signaux faibles, c'est-à-dire du renseignement territorial qu'il a fallu recréer. Tout ça relevait d'un mouvement général dans lequel nous avions décidé d'inscrire notre stratégie et qui était un mouvement de modernisation et de rehaussement des moyens du ministère de l'Intérieur. En 2016, vous êtes nommé à Matignon, 6 mois avant la fin de la présidence de François Hollande. Comment gère-t-on les derniers mois d'un quinquennat quand on sait que le président ne se représentera pas? C'est plus difficile que quand on sait qu'il se représentera, qu'il y a une bataille à mener et que le Premier ministre est engagé dans la bataille comme l'ensemble des membres du gouvernement. C'était difficile aussi parce que la trahison était de chaque coin de rue. Quand un président de la République ne se représente pas et que d'autres se présentent à sa place, bien entendu, il y a toujours des individus dont l'ambition personnelle est le moteur et qui tournent le dos au président de la République ou font des commentaires plus ou moins aimables sur son mandat, sur sa personne, sur son action. J'avais moi-même sans doute des remarques à faire sur le mandat de François Hollande, j'avais des choses à exprimer, des réserves, parfois même des désaccords, mais je les réservais au président de la République dans nos tête-à-tête, parce que je n'aurais pas imaginé qu'il en fût autrement, pour des raisons qui tenaient à la conception que j'avais de l'État et des institutions de la Ve République. Mais tout le monde n'était pas dans cet état d'esprit. Et donc, les derniers mois étaient des derniers mois où il fallait, alors que chacun se préoccupait de son avenir, et continuer à faire fonctionner l'État, et le faire dans une relation avec le président de la République faite de loyauté et de respect. C'est ce que j'avais choisi de faire. Je suis allé jusqu'au bout du quinquennat en me comportant de cette manière. Et justement, à quoi ressemblaient vos journées de Premier ministre dans cette ambiance-là? Comme mes journées de ministre depuis le début du quinquennat, c'est-à-dire un travail constant. J'avais choisi une formule. C'est très difficile quand vous arrivez à Matignon et que vous savez que vous avez un peu moins de 6 mois devant vous pour trouver les mots qui permettent de donner un sens à votre action. Et la formule que j'avais trouvée, parce qu'elle me paraissait assez correspondre à mon état d'esprit et à ce que je voulais faire jusqu'à la fin de la période, c'était chaque jour compte. Et donc j'utilisais chaque jour pour essayer de faire des choses utiles pour le pays. Et c'est ce que j'ai fait comme j'ai pu le faire dans un contexte qui était politiquement extrêmement difficile. Et d'un point de vue personnel et politique, comment avez-vous vécu le fait d'être un Premier ministre de l'ombre, totalement occulté par la présidentielle, et justement au séjour le plus court de la Ve République? Moi, je n'ai jamais cherché la lumière. À aucun moment de ma vie publique, je n'ai cherché la lumière. Et depuis que je suis parti de la vie publique, que je me suis mis en retrait, je m'exprime peu. Ce qui a compté pour moi, c'est l'exercice de la responsabilité politique en vertu d'une conception de l'État qui conduit à se préoccuper du pays, exclusivement du pays, ce qui vous laisse peu de temps pour vous occuper de vous-même. Et donc,
l'ombre ne m'a pas gêné, dans la mesure où j'avais passé assez peu de temps dans ma vie à chercher la lumière. Elle était mon écosystème. Lorsque j'ai rencontré la lumière, je l'ai toujours utilisée pour essayer de faire en sorte que des choses soient dites ou soient faites, que tous ceux qui recherchaient la lumière en permanence ne faisaient pas, de peur d'être impopulaires ou de voir obérer leur possibilité de durer un peu plus longtemps en prenant des risques. Bon, voilà, c'est tout. La lumière n'a jamais été mon sujet. À l'ère des réseaux sociaux, la vie privée des hommes politiques est très exposée, il en est difficile d'en garder le secret. François Hollande en a lui-même été victime dans l'affaire du scooter, tandis qu'Éric Dupond-Moretti estime que rendre public ses revenus d'avocat est populiste. Bernard Cazeneuve, dans quelle mesure la vie privée des hommes politiques doit-elle rester secrète? Mais la vie privée des hommes politiques dépend des hommes politiques eux-mêmes. Si les hommes politiques vont dans tous les magazines, veulent faire des photos, se montrent partout, ils se trouvent davantage exposés que ceux qui préservent leur vie personnelle, parce qu'elle leur appartient en propre et qu'ils n'entendent pas la faire partager au plus grand nombre, considérant que seuls ceux qui relèvent de leur engagement public méritent d'être dans la lumière et jugés comme tels. Moi, je n'ai jamais cherché à exhiber ma vie personnelle. On n'a jamais vu mon épouse partout. Je n'ai jamais cherché à faire la une de Paris Match avec les miens. Voilà. Hein. C'est plus simple comme ça, parce que c'est très difficile pour les familles d'être dans le tumulte de la vie publique. Et donc, il faut protéger les siens. Plus globalement, comme élu puis au gouvernement, vous avez vu les réseaux sociaux prendre de l'ampleur. Qu'est-ce que ces nouvelles plateformes ont changé dans la manière de gouverner? Trop de choses. Et ceux qui gouvernent ne leur résistent pas assez. Je suis très choqué de voir ce que je lis, même si j'y vais très peu sur les réseaux sociaux, concernant des responsables publics, des personnalités exposées, ou parfois même simplement des anonymes qu'on insulte et qu'on traîne dans la boue, comme si la nouvelle modalité était celle de la mise en cause de chacun, avec les mots les plus blessants, l'insulte à la commissure des lèvres, sans la moindre altérité, puisque personne n'imaginerait que l'on puisse tenir à l'égard de lui-même les propos qui sont diffusés sur les réseaux sociaux. Donc pour moi, tout cela procède d'un abaissement à la fois de l'esprit, de la pensée, de l'humanisme, de la civilisation, auquel je n'adhère pas, et qui me conduit à utiliser très peu les réseaux sociaux, sauf pour faire passer de façon très neutre des informations concernant ma présence à tel endroit, à telle émission, c'est-à-dire de l'information d'agenda, ou des fois des positions, mais très que je veux volontairement très, très consensuelles sur des sujets que je crois importants, parce que cette espèce de déferlement de haine et de propos souvent stupides ne procède pas de la bonne respiration de la vie démocratique, mais de son abaissement. Aujourd'hui, le Parti socialiste est au plus bas et les écologistes sont désormais considérés comme la locomotive de la gauche. Selon vous, qu'est-ce que le Parti socialiste doit changer pour retrouver le chemin du pouvoir? J'aimerais que ce que vous venez de dire soit vrai. C'est-à-dire qu'il y ait une locomotive à gauche qui puisse tirer la gauche vers le haut, mais je vois les sondages sont mauvais pour toutes les organisations politiques. Ce n'est pas parce que les écologistes sont de temps en temps un point ou un point et demi devant les socialistes qu'ils constituent une locomotive quand tout le monde est autour de 5-6%. Et ceux qui sont un peu au-dessus de ce score représentent une dérive radicale, populiste et parfois violente de la gauche. Donc la gauche n'a pas de locomotive, parce que ses partis sont effondrés. Et elle n'en aura pas aussi longtemps qu'il n'y aura pas une force qui exprime ce qu'elle a à dire sans se préoccuper de faire des équilibres de partis ou d'appareils comme on en faisait sous la 4ème République.
l'idée de chercher systématiquement sur tous les sujets l'épicentre de la pensée d'appareils qui ne représentent plus qu'eux-mêmes, et encore pas tous les jours, comme disait le président Edgar Faure, n'a pas beaucoup de sens. Donc il faut refonder, remettre en perspective, réorganiser des forces, les remettre en mouvement. Et c'est, j'en suis convaincu, dans une approche qui parviendra à faire la synthèse entre la pensée républicaine, qui dans le contexte doit être très ardente, la préoccupation environnementale et la justice sociale, que se trouve la refondation du message de la gauche et de ses organisations politiques. Pour terminer, dans votre parcours, vous avez très peu exercé de fonctions dans le secteur privé. Depuis 2017, vous avez fait votre grand retour pour une période indéterminée, dans la mesure où vous avez écarté une potentielle candidature en 2022. Comment imaginez-vous servir votre pays dans les prochaines années ? D'abord, ma vie personnelle, c'est du public et du privé. C'est beaucoup de public dans l'exercice de mes responsabilités locales et nationales, mais j'ai commencé comme juriste, comme secrétaire général de société. Je suis avocat dans un secteur où je rencontre beaucoup les problématiques de la vie des entreprises, des organisations syndicales, et j'ai cette lecture assez panoramique de ce qu'est la société française. Où à la fois j'ai eu des responsabilités publiques et une bonne connaissance de ce qu'est le secteur privé. Moi j'ai la passion de mon pays, je suis toujours prêt à le servir. Et si un jour il devait y avoir des circonstances qui justifient qu'on prenne des risques pour servir son pays, je prendrai ces risques. Et ce à quoi je ne suis pas prêt, c'est à participer à une foire d'empoigne générale, à un abaissement absolu, au retour du jeu des partis comme sous la 4ème République, aux petites scénettes plus ou moins théâtrales où s'étalent les ambitions personnelles, c'est-à-dire à ce spectacle que l'on voit aujourd'hui, qui n'est pas celui de mon tempérament ni de mes convictions. Donc comme tout semble se réduire à cela, et que la période semble devoir être condamnée à subir ces jeux, et que je n'entends pas m'y livrer, je reste en retrait.